Bienvenue sur YouCrime pour une histoire des plus mystérieuses. Dale, un agent de sécurité sans histoire, disparaît pendant sa ronde. Et lorsque les caméras de vidéosurveillance sont étudiées, elle révèle une scène invraisemblable. Juste avant sa disparition, un homme cagoulé a pénétré dans l'usine. Commence alors l'un des plus grands mystères des États-Unis. Les plus grands spécialistes vont se pencher sur ces images, les décortiquer et essayer de deviner, dans l'attitude des deux hommes, ce qu'il est en train de se passer. Et une question va se poser, même plusieurs. Dave est-il l'otage ou le complice? Et aussi et surtout, où est-il? Aujourd'hui, la mystérieuse et incroyable histoire de Dale Kerstetter. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à nous laisser un petit like pour encourager notre travail et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Direction la Pennsylvanie, aux États-Unis. L'histoire du jour a pour décor une usine, la Corning Glass Works, située à Bradford, aux États-Unis. C'est une entreprise en activité depuis belle lurette qui est spécialisée, entre autres, dans la fabrication de tiges en verre accueillant les résistances électriques. Et parmi les plus fidèles employés, il y a le bon vieux Dale, de son vrai nom, Dale Irwin Kerstetter. C'est un homme de 50 ans, divorcé depuis une dizaine d'années et qui est en poste depuis 27 ans au sein de l'usine Corning. Alors, j'ai lu des sources où il y avait marqué 29 ans. Il occupe le poste d'agent d'entretien des machines, mais il n'hésite pas à faire quelques heures sup le week-end, de temps en temps en tant que vigile pour beurrer un peu plus ses épinards. Dale n'a peut-être pas le physique d'un agent de sécurité, mais c'est l'un des plus anciens employés, alors c'est en toute confiance que ses employeurs lui confient la surveillance des entrepôts. Le samedi 12 septembre 1987, Dale travaille alors de nuit. Il doit commencer son service en tant qu'agent de sécurité à 23h et le terminer à 7h du matin. Ce soir-là, Dave arrive tôt, à 22h30, il prend la relève de son collègue, un certain Art Peterson, qui ne notera rien d'anormal dans l'attitude de Dale. Puis, l'usine se vide de ses derniers employés, bientôt il ne reste plus que le bon vieux Dale. Puis le lendemain matin, le dimanche 13 septembre 1987, son collègue, John Lindquist, se présente comme prévu à 7h du matin pour prendre la relève. Mais en arrivant, il constate qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Bizarre. Dale avait pour habitude de toujours s'asseoir près de l'entrée dans le bureau des vigiles. Alors John se dirige vers la cafétéria pensant trouver Dale, mais à la place, il trouve sur la table la boîte contenant le repas de Dale, avec l'entièreté de son repas à l'intérieur. Il y a un journal posé à côté, un paquet de cigarettes également, ainsi que des clés. Et ce sont là les clés de fonction de Dale, mais toujours aucune trace de lui. John commence alors sa ronde, mais il n'arrive pas à se débarrasser de ce sentiment dérangeant. Il sait que Dale est un employé fidèle. Partir comme ça ne lui ressemble pas. Alors au fur et à mesure que les employés arrivent, John les met au courant et tous décident de sillonner les 4 coins de l'usine pour retrouver leurs collègues. Finalement, John décide de prévenir ses supérieurs et tous pensent, au début, que Dale est parti volontairement. Alors pour quelle raison? On l'ignore. Une urgence peut-être, pour aller boire un coup, qui sait. En tout cas, au début, si tout le monde est intrigué, personne ne s'alarme pour autant. Et tous s'attendent, encore une fois, à voir Dale passer le pas de la porte dans la journée. Mais la matinée passe et toujours rien, pourtant la voiture de Dale est là, c'est une Jeep rouge, et les clés du contact sont encore dessus, rien d'étonnant à ça, sachez que Dale avait l'habitude de laisser les clés sur le contact quand il était au travail. Alors si Dave est parti, il est parti à pied. Or, il habite à une dizaine de kilomètres de là, donc ça fait quand même une trotte. Et ce n'est qu'à 17h, ce jour-là, que les responsables appelleront la police pour signaler la disparition de leur agent de sécurité. Et à partir de là, le mystère commence. Arrivée sur place, une équipe de police procède aux premières constatations. On remarque qu'à l'intérieur de la Jeep de Dale, il y a une cartouche de cigarette à peine entamée. Il y a également le sac à dos de Dale, sac à dos qu'il a l'habitude d'utiliser, ainsi que l'étui vide de son arme qu'il laissait pourtant tout le temps dans sa voiture et avec laquelle il avait l'habitude de chasser. Ce n'est pas un petit pistolet, c'est un fusil. Bizarre! Pour les enquêteurs, tout laisse à penser que Dale
n'avaient pas prévu de disparaître. D'expérience, ils savent qu'on ne retrouve pas ce genre d'objet du quotidien en cas de disparition volontaire. Par ailleurs, les enquêteurs apprennent que normalement Dale était censé appeler toutes les heures à la maison mère de l'entreprise. C'est un protocole mis en place pour assurer la sécurité des vigiles et le bon déroulement des gardes. On découvrira que Dale a appelé à minuit, à l'issue de sa première heure de garde, et ce comme convenu, mais il n'a plus appelé par la suite. Et pas de bol, l'employé de la maison mère nouvellement recruté n'était pas au courant de ce protocole. Alors il ne s'est pas inquiété de ne pas avoir de retour de Dale. Ce qui veut dire que Dale a disparu des radars depuis minuit la veille. Et immédiatement les policiers pensent qu'il a dû se blesser en tombant quelque part dans l'entrepôt pendant qu'il effectuait ses rondes, ou peut-être a-t-il fait une crise cardiaque, qui sait, qu'il est en souffrance quelque part dans les 34 kilomètres d'entrepôt. Il pense ça parce qu'il n'y a aucune trace d'entrée par effraction, ni aucune trace de lutte. Sans attendre, les policiers font venir un chien pisteur, le chien est placé à côté de la Jeep, il repère aussitôt l'odeur de Dale, il renifle partout où Dale était censé effectuer ses rondes, puis le chien finit par suivre l'odeur jusqu'au 2e étage de l'entrepôt. Et au 2e étage se trouve le grand four à verre de l'usine, également appelé le réservoir. Or, le réservoir ne fait pas du tout partie de la ronde de Dale. Et c'est à cet endroit, au niveau du réservoir, que le chien pisteur perd la trace de Dale. Rien à l'extérieur de l'usine, ni du côté du petit bois, ni à côté du ruisseau qui borde le bâtiment. Rien, absolument rien, la trace de Dale disparaît au niveau du réservoir. L'enquête va ensuite se concentrer sur les images de vidéosurveillance du bâtiment, puisque, contenant des matériaux de très grande valeur, l'entreprise était équipée d'un service de vidéosurveillance composé de 4 caméras. Mais le box où sont les images est fermé à clé. Seuls les dirigeants de la maison mère ont les clés, et donc il va falloir attendre qu'un dirigeant se déplace pour ouvrir la porte. Un responsable daignera se déplacer 4 jours tout de même après la disparition, c'est Patrick Follet, l'un des directeurs du personnel. Alors pourquoi personne n'a jugé utile de par exemple défoncer la porte, et pourquoi surtout il a fallu 4 jours à quelqu'un pour se déplacer? Mystère, il n'y a pas d'explication à ça. Alors qu'on sait que les premières heures sont les plus importantes en cas de disparition, qu'a fortiori les premiers jours, et là l'enquête commence véritablement à partir du 4e jour. Patrick Follet observe alors attentivement les images, il constate que tout se passait le plus normalement du monde, on peut voir Dale faire ses rondes, mais bientôt voilà qu'apparaît à l'écran une silhouette inconnue et menaçante. On croit deviner un homme à la morphologie plutôt carrée, on va dire. Mais aussi et surtout, cette personne est cagoulée. Et ce détail ne laisse que peu de place au doute quant à ses intentions. La première fois que l'étranger apparaît, il est alors 22h40, nous sommes alors 10 minutes après que Dale arrivait un poil en avance et remplaçait le vigile de jour. Cet inconnu est alors aperçu pour la première fois, entrant tranquillement par l'arrière de l'usine, se dirigeant précisément à l'endroit où sont postés habituellement les vigiles. Pendant ce temps, de son côté, Dale a partagé son temps entre le bureau de sécurité de l'usine et l'itinéraire prédéfini qu'il était tenu d'emprunter dans le cadre de sa surveillance. Alors quand Patrick Follet voit ça, il pense directement à un kidnapping. Horrifié, il comprend alors que Dale a probablement été enlevé suite à un vol. Patrick s'attend à voir le pire sur les images qui suivent, mais non. C'est une scène extrêmement bizarre qui va se passer. 5 minutes après l'entrée de l'intrus, les deux hommes ne se sont toujours pas croisés et forcément l'inévitable se produit. Dale tombe nez à nez avec l'intrus. Il est alors 22h45 précise. Et les images n'ayant pas de son, on ne peut qu'essayer de deviner ce que se disent les hommes. Petite parenthèse, sachez qu'il existe une reconstitution fidèle. Je vous la mets en barre d'infos et je vous conseille d'aller la visionner pour vous faire une meilleure idée de la scène dont je suis en train de vous parler. C'est le passage de la 7e minute à la 10e minute. Et je ne peux pas vous mettre les images car elles sont bloquées dans certaines régions du monde, dont le Canada, où il y a nombre de nos abonnés. On a refait le montage en enlevant ces images. Donc pour les plus curieux, faites une pause pour regarder ce segment de 3 minutes. Sur ces images, on peut voir Dale et l'homme masqué avancer l'un vers l'autre, ils se parlent, l'échange est assez bref, il n'y a aucun signe de violence évident, puis les deux hommes commencent à marcher l'un à côté de l'autre. Remarquez que l'un des bras de l'intrus est alors en partie caché. On y reviendra plus tard. Et au moment de passer sous l'une des caméras, Dave lève la tête et regarde fixement l'objectif.
tout en avançant, avant finalement de sortir du champ de cette caméra. Alors, que cherche-t-il à nous dire ? Tout le monde s'accorde à dire qu'il cherchait là à dire quelque chose, à faire passer un message. Puis environ 1 minute plus tard, les 2 hommes disparaissent du champ de vision des autres caméras, et Dale ne réapparaîtra plus jamais sur les images. Ne reste plus que l'homme masqué qui se balade à sa guise dans le bâtiment. Et de toute évidence, ce qui l'intéresse, c'est le réservoir. Après avoir fouillé les lieux rapidement, il pénètre vers minuit dans le réservoir et commence à découper les tuyaux en platine du réservoir. Et ce ne sont pas n'importe quels tuyaux. Ces tuyaux en platine valent si cher qu'ils sont plus chers que de l'or. L'homme masqué est ensuite retourné au premier étage où il a pris un chariot élévateur, il a chargé un sac contenant son butin sur un chariot avant de quitter le bâtiment, il finira d'ailleurs par traîner le sac jusqu'à son véhicule dans le parking. Alors Patrick Foley, le responsable, comprend qu'en plus d'avoir un employé disparu, il y a probablement des tuyaux en platine qui ont aussi disparu. Patrick se précipite alors au réservoir, il soulève les briques qui protègent les tuyaux de platine, et effectivement il en manque. Ils ont été découpés avec une scie à métaux. Patrick confie alors les images aux enquêteurs, et il va, par la même occasion, leur expliquer ce qu'il pense qu'il s'est passé. Selon lui, l'homme cagoulé a l'air de très bien connaître les lieux. Il sait exactement où aller. Or, il est très facile de se perdre dans cet entrepôt de 34 km², et comme c'est la nuit, il fait sombre. Or, trouver le réservoir, quand on ne connaît pas les lieux, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais l'intrus, lui, savait où aller. Il savait où trouver ces fameux tuyaux de platine, où trouver le sac dont il a eu besoin pour transporter les tuyaux. Il savait aussi où trouver les outils pour retirer ces tuyaux. Bref, pour Patrick, c'est sûr, cet intrus travaille à l'usine ou y a travaillé par le passé. Et aussi et surtout, Dale va passer de victime à potentiel bourreau. Et s'il était dans la combine ? Et s'il était le complice de l'homme cagoulé ? Les images déroutent les enquêteurs, elles sont de piètre qualité, et ce qu'on croit y deviner est difficile à interpréter. Surtout lorsqu'on voit les 2 hommes marcher côte à côte. Dale est-il contraint, ou fait-il semblant d'être contraint ? Et ce regard vers la caméra, est-ce là un appel à l'aide discret, ou Dale affiche-t-il fièrement et froidement son crime ? L'avis de Patrick Foley et de ses dirigeants, c'est que Dale est complice. Désormais, ils accusent officiellement et par voie de presse Dale de les avoir volés et d'avoir pris la poudre d'escampette pour aller recommencer une vie ailleurs avec l'argent des tuyaux de platine. Patrick Foley ira même jusqu'à déclarer au sujet du regard de Dale, jeté avec insistance à la caméra de vidéosurveillance. C'est comme s'il disait « Hé, regardez, je prends votre platine et il n'y a rien que vous puissiez faire ». La société se présente dès lors comme doublement victime et elle cessera dès lors de considérer Dale comme une victime. La famille de Dale a bien évidemment été mise au courant et les proches ont pu à leur tour visionner les images. Et ils sont bien loin de partager l'avis de Foley et des dirigeants. Penny, par exemple, qui est la fille de Dale, en est sûre. C'est un rapt qu'on voit sur ces images. Son père, après l'échange, furtif, ne marche pas à côté de l'homme masqué, mais légèrement devant, comme s'il était tenu en joue. Pour elle, il ne fait aucun doute que l'intrus dissimule une arme et contraint alors son père à ne pas opposer de résistance. Or, c'était là l'un des arguments phares de la Corning Glassworks. Dale n'a pas résisté, il n'a pas lutté, il est donc complice, mais pour Penny, son père était à 6 mois de la retraite, alors il n'allait sûrement pas faire son héros. Et puis pour Penny et les siens, ne pas opposer de résistance ne signifie pas être complice. Et elle ne comprend pas pourquoi son père, s'il était effectivement impliqué, n'a pas cherché à dissimuler son crime. Il n'y aurait eu rien de plus simple que de simuler une prise d'otage. L'un fait semblant de crier et de frapper et le tour est joué. Et que la Corning Glassworks remette en question la droiture de Dale, ça ulcère sa famille. Ses proches le décrivent comme un homme sans histoire, un homme fidèle à son entreprise qui était discret de nature. Dale, il est comme ça, il cause pas beaucoup, c'est un enfant du pays, il a grandi à Bradford. Au sortir de l'adolescence, il s'est engagé dans l'armée de l'air avant d'être embauché en tant qu'entretien des machines à la Corning Glassworks. Au moment de sa disparition, il vivait avec son fils adolescent, Al. Il a également 5 filles plus âgées, dont 4 vivent dans le coin. Le père et ses enfants se voyaient souvent. Selon eux, Dale est un homme bon, honnête et compatissant.
un caractère à des années-lumière de l'odieux vol dont on l'accuse. Et il était satisfait de sa vie. La retraite qui arrive, nouvellement grand-père de 2 petits-enfants, Dale ne pouvait pas espérer mieux. Et s'il était plutôt taciturne au travail à l'extérieur, c'était un homme plein de vie, rieur. Sa mère, Evelyn Hanson, a expliqué que son fils, c'est quelqu'un de fidèle à ses principes, qu'il a toujours eu horreur du mensonge. Il préférait dire la vérité, quitte à ce que ce soit blessant, plutôt que de mentir. Et selon Hal, son fils adolescent, mort d'inquiétude forcément, les employeurs de son père font fausse route. Selon lui, Dale est un formidable père et grand-père, et n'importe quel enfant au monde aurait adoré l'avoir comme père. Mais tout ça, c'est du blabla pour l'entreprise. L'autre directeur du personnel, C. Dale Perry, a décrit Dale comme quelqu'un de taciturne. Selon lui, il était, je cite, un employé marginal et peu performant. Toujours selon lui, Dale était lent. Vous lui disiez par exemple de faire une tâche, et il prenait des heures à la faire. Et ça n'avait pas manqué d'agacer la direction, alors les conflits internes, il y en a eu. Mais comme partout, j'ai envie de dire. Mais au cours de leur enquête, les officiers découvrent que Dale ne s'est pas distingué que par sa lenteur ou son comportement discret, non. Il ne ratait jamais un jour de travail, et avait même sauvé les vies de plusieurs de ses collègues. En effet, ce qu'oublient de dire les dirigeants, c'est que Dale, au péril de sa vie, avait sauvé les vies d'une 12aine de collègues, ainsi que des centaines de milliers de dollars de marchandises et d'équipements. En effet, quelques années plus tôt, un chariot élévateur avait accidentellement roulé sous un jet de verre fondu. Le verre brûlant avait alors commencé à couler sur le réservoir de propane situé à l'arrière du chariot élévateur. S'il explose, c'est tout qui explose. Alors Dale avait immédiatement sauté sur le chariot élévateur et l'avait poussé hors du jet de verre brûlant. Et il en fallait du courage pour faire ça, puisque Dale était à quelques centimètres seulement de ce qui ressemble à une puissante coulée de lave. Alors pour les proches de Dale, c'est un peu facile de tourner le dos à leur employé et de le montrer du doigt. Lui, qui leur est resté fidèle pendant 27 ans, lui, qui a sauvé des vies, qui leur a fait économiser des centaines de milliers de dollars de marchandises, pour la famille, c'est honteux, c'est ingrat. Dès lors, la famille va suspecter les employeurs de Dale de vouloir détourner l'attention. Selon les proches, ils ne veulent pas porter la responsabilité de la disparition de leurs salariés sur son lieu de travail. Une responsabilité morale, certes, mais aussi financière. Lorsqu'il se passe un drame sur son lieu de travail, il y a toujours des compensations financières, et c'est normal. Pour Wendy, la fille, le comportement des employeurs de son père est abject. C'est comme s'ils ignoraient volontairement les éléments qui penchent vers un kidnapping. Pourquoi aurait-il par exemple pris soin de préparer son déjeuner s'il savait qu'il allait disparaître volontairement, et puis partir sans clope? Pour ce fumeur invétéré, c'est impensable. Quant à son ex-femme Nancy, elle va elle aussi monter au créneau. Son ex-mari n'attendait qu'une seule chose, la retraite. Il était heureux, car elle allait être effective encore une fois dans seulement 6 mois. Il avait hâte de profiter de tout son temps libre. Alors pourquoi fuir si proche du but? Selon ses proches, Dale est une pure victime. Il a entendu quelque chose et est allé voir, puis il est tombé nez à nez avec l'intrus. Et craignant de plus tard être identifié, l'intrus aurait décidé d'éliminer Dale. Après tout, souvenez-vous, on ne voit Dale sur les images qu'un court instant. On le voit nez à nez avec l'intrus, puis marcher un peu avec lui dans la foulée, plus rien. Ne figure plus que l'intrus. Les employeurs ne lâchent rien. Pour eux, si Dale a volé 6 mois avant sa retraite, c'est que c'était maintenant ou jamais. Ils n'auraient pas pu faire entrer celui qu'ils estiment être son complice 6 mois plus tard. Bref, au milieu de tout ça, les enquêteurs tentent, eux, de garder la tête froide, et ils restent concentrés sur leur enquête et forcés de constater que eux sont moins sûrs que la famille et les employeurs de Dale. Ils ont beau regarder les images encore et encore, ils n'arrivent pas à savoir. C'est frustrant. En plus, les images sont très floues. Le FBI tentera d'améliorer leur qualité, mais en vain. Et puis, il n'oublie pas que Dale avait peut-être une arme avec lui au moment de sa disparition, on ne sait pas. Quid de cette arme, les amis? Quid? On ne sait pas. Mais un élément va leur faire penser au pire. Rappelez-vous que, sur les images, à minuit 50, soit 1 heure après que Dale ait été aperçu pour la dernière fois, on peut voir l'intrus sortir un sac lourd via le fameux chariot élévateur. L'enquêteur Max Bizak expliquera qu'il y avait certainement les tuyaux de platine à l'intérieur de ce sac, et aussi, et peut-être, le corps de Dale. Ce n'est pas exclu,
vu la taille du sac. Mais les employeurs ne lâchent rien, et alors que cela fait bientôt 1 semaine que Dale n'est pas réapparu, pour eux, inutile de s'inquiéter, il doit probablement se la couler douce, au Mexique ou au Canada. Et Patrick Follet explique qu'avant la disparition de Dale, la société avait dû faire face à de graves problèmes financiers. Ils avaient alors dû se séparer d'une grosse partie de leur effectif, et Dale avait eu la chance d'être gardé. Mais il ne travaillait plus seulement à l'atelier comme mécanicien d'entretien. On lui attribuera un poste moins intéressant financièrement, il a vu son salaire baisser de 5 à 7 000 $ annuels. Alors pour compenser sa perte de revenus, Dale s'était proposé pour faire des extras en tant que vigile, et c'est ainsi qu'il avait commencé à occuper le poste de veilleur de nuit en parallèle à son travail. Les responsables avaient accepté pour l'arranger et parce qu'ils lui faisaient confiance, après tout 27 ans chez eux, ce n'est pas rien. Mais les enquêteurs découvrent bientôt toute l'étendue des problèmes d'argent de Dale. Il a entre 30 000 et 40 000 $ de dettes. Il a des factures impayées aux 4 coins de la région de Pennsylvanie. Alors l'hypothèse du vol et de la fuite est prise un peu plus au sérieux par les enquêteurs, car force est de constater que ça se tient. Mais Penny, la fille de Dale, va remettre les pendules à l'heure. On ne lui fera pas croire que son père a fui pour des problèmes d'argent, parce qu'il n'en a pas. Elle explique concernant donc les problèmes d'argent de son père que sa sœur et elle travaillent. Donc si leur père était vraiment dans le besoin, elle l'aurait aidé. Sans compter que Dale avait peut-être des impayés, certes, mais son capital était nettement supérieur à ses dettes. Il avait par exemple 400 000 $ d'économie, comprenant des investissements, de l'épargne, etc., etc. Donc il aurait pu débloquer en un claquement de doigts cet argent. Et sur son compte courant, il y avait 5 000 $, sans compter qu'il avait des actions chez Corning. Alors pour Penny, la thèse de l'argent est une vaste fumisterie. Si son père voulait de l'argent, il avait 1001 moyens légaux pour s'en procurer. Sans compter qu'il a tout sauf le profil d'un malfrat. Elle rappelle que le casier judiciaire de son père est vierge. Pour elle, son père n'a tout simplement pris aucun risque lorsqu'il a vu l'intrus. Pour sauver sa vie, il est resté docile. Encore une fois, c'est pas à 6 mois de la retraite qu'on fait le héros. Mais pour Follet, Dale était malheureux les temps qui ont précédé sa disparition, alors ceci explique sans doute cela. Et voilà que d'un coup, il n'est plus considéré comme quelqu'un de lent, comme le décrivaient ses responsables. Non, maintenant, ils le décrivent comme quelqu'un de redoutablement intelligent et rusé, vu qu'il a tout planifié. Mais alors, si Dale s'est enfui pour de l'argent, combien vaut le butin de l'homme cagoulé? 1 million? 2 millions? Eh bien, il y avait environ 10 kilos de tubes de platine d'une valeur de 220 000 $. À diviser par 2, on imagine, si Dale est dans le coup, ça fait 110 000 $ chacun. Alors fuir le pays, abandonner sa famille et être recherché par le FBI pour 100 000 $, alors qu'il en a 400 000, pour les proches, ça ne tient pas. Et force est de constater qu'une telle quantité de tubes de platine, à savoir 10 kilos, c'est largement transportable par un homme seul. Alors, pourquoi avoir utilisé un chariot élévateur pour porter 10 kilos de marchandises? Ne serait-ce pas pour cacher un corps? Ou alors a-t-il volé d'autres métaux? Mystère. Les enquêteurs apprennent aussi qu'il était souvent arrivé aux proches de Dale de lui rendre visite au travail pendant ses rondes. Ils sont unanimes, la porte à l'arrière n'était jamais verrouillée. Alors, ce n'est pas Dale qui a ouvert à l'intrus, la porte arrière était tout simplement ouverte, comme elle l'est la plupart du temps. Et rapidement, un suspect va émerger. C'est un ami et ex-collègue de Dale. Il a déménagé en Floride quelques mois avant la disparition de Dale, mais il a attiré l'attention car il avait toujours de grosses sommes d'argent sur lui, sans pour autant pouvoir justifier de leur provenance. Il sera longuement interrogé par le FBI qui a fini par abandonner la piste. Il ne pense pas que cet ami ait quelque chose à voir dans toute cette histoire. Ensuite, les enquêteurs apprennent qu'un autre employé avait été licencié 1 mois avant la disparition de Dale pour avoir justement volé du matériel. Puis ils se rendent compte que 3 vols de tuyaux de platine avaient eu lieu dans l'Ohio au moment des faits, et d'autres un peu partout dans le pays. Et on ne sait pas si Dale est lié ou non à ces vols. Et surtout, la vraie question c'est de savoir s'il s'agit là d'un réseau. Impossible de le savoir. Mais il y avait donc un commerce de tuyaux de platine, et de ce fait, des vols de tuyaux. D'ailleurs, les policiers vont essayer de retrouver ces tuyaux de platine, mais en vain, et bientôt les mois passent.
Est-ce à cause de la disparition? En tout état de cause, la direction de Corning change. Ils vendent la boîte à de nouveaux propriétaires, refusant au passage de remettre l'argent de sa pension et de ses actions, ou même de ses assurances, aux enfants de Dale. Pourtant, les 6 mois sont passés. Ils retiennent ainsi des centaines de milliers de dollars qu'ils auraient dû lui verser 6 mois après s'il avait toujours été là. On ne donnera pas d'argent parce qu'il nous a volés. Voilà ce que disent les responsables. Ce qui n'étonne pas les enfants outre mesure. Les filles notamment ont toujours suspecté Corning d'avoir fait volte-face après avoir soutenu Dale pour justement ne rien avoir à verser à lui ou à sa famille. Selon elles, ils ont fait leurs calculs et avaient tout intérêt à se positionner comme ils l'ont fait. Des centaines de milliers de dollars, soit les fruits d'une vie de travail, 3 décennies de dur labeur, ça fait quand même un sacré pactole. Les filles sont ulcérées, le nerf de la guerre, c'est toujours le même, c'est l'argent. Et les nouveaux dirigeants garderont la ligne de conduite de leurs prédécesseurs. Puis, après 2 ans d'enquête infructueuse, le policier en charge de l'affaire, Max Bizak, décide de sortir les gros moyens et de faire appel à la télévision. Il sollicite une émission vue par des millions de téléspectateurs américains à travers le pays, à savoir Unsolved Mysteries. L'émission, qui tente de résoudre des affaires non élucidées, sera diffusée le 25 octobre 1989. Et l'émission a vu les choses en grand. Comme les images de vidéosurveillance d'origine sont quasi illisibles, il faudrait trop de temps et d'efforts aux spectateurs pour les analyser et repérer les silhouettes, décision est prise de faire une reconstitution méticuleuse des trajets de Dale et de l'homme inconnu. Et les Américains devant leur téléviseur ne savent pas quoi penser de cette histoire, chacun y va de sa théorie, mais malheureusement, aucune piste sérieuse n'émerge suite à la diffusion de l'affaire. Et puis l'affaire, ne connaissant plus aucune avancée, sera progressivement abandonnée. Elle n'est plus qu'un empilement de papier dans une boîte. Et d'autres années vont encore passer, alors que les enquêteurs se sont complètement désintéressés de l'enquête, faute de pistes. Penny, la fille de Dale, a essayé, tant bien que mal, de mener sa propre enquête. Elle contactera elle-même le fameux ami qui avait déménagé en Floride et qui avait été interrogé, souvenez-vous, par le FBI. Peut-être que les fédéraux ont oublié un indice, qui sait, une information. Et effectivement, Penny sera surprise d'apprendre que cet ami avait entendu Dale et un autre de leurs collègues, un certain Holly, plaisanter sur le fait qu'il serait très facile pour n'importe qui de voler ces fameux tuyaux de platine. Et il est allé plus loin, il a confié à Penny qu'il pense qu'Holly et Dale avaient l'intention de voler ces tuyaux, mais que Dale a sans doute finalement été doublé par Holly. Selon lui, Dave n'avait aucune raison de partir maintenant. Avec ses parts dans la société, sa retraite à venir, il pense qu'initialement Dale devait se faire passer pour une victime, mais qu'Holly l'a trahi ce soir du 12 septembre et qu'il a probablement jeté son corps dans un puits de gaz de la région pour le faire disparaître. C'est sa théorie à lui. Mais Holly étant décédé entre-temps, cette piste n'a jamais pu être étudiée. Le meilleur ami et proche confident de Dale, un certain Bob Hartle, a quant à lui indiqué aux enquêteurs et journalistes qu'il est persuadé que son ami n'a rien fait. S'il était responsable, ils en auraient forcément parlé ensemble. Il aurait senti quelque chose ou son ami lui aurait glissé quelques indices lors de leurs innombrables parties de pêche et de chasse. Les 2 hommes se parlaient de tout et Dale savait qu'il pouvait se confier à Bob sans risque. Le temps passe encore et toujours et Dale ne réapparaît toujours pas. Et il y a des proches qui gardent encore l'espoir de le voir revenir vivant, à l'image d'Al. Al, qui était encore adolescent au moment de la disparition de son père. Lui espère que son père s'est enfui. Il a dit que si son père était allé quelque part, c'est sans doute au Canada qu'il serait allé. Le Canada étant à côté de Bradford. Al a expliqué qu'il espérait ainsi voir son père passer le pas de la porte, après que le délai de prescription de ce vol soit effectif dans 7 ans, au moment où il s'est exprimé. C'est ce qu'il espère, mais ces 7 années vont passer sans que Dale ne réapparaisse. Et il faut le dire, les filles, elles, se sont toujours montrées beaucoup plus pessimistes qu'Al. Elles n'ont jamais cru à la fuite. Dale adorait ses enfants, et jamais il n'aurait laissé ses petits-enfants sans nouvelles. C'est pour ça qu'en 1990, on va faire un petit saut en arrière, soit l'année suivant la diffusion de l'épisode d'Unsolved Mysteries, que Wendy avait saisi la Cour supérieure de Pennsylvanie pour faire déclarer son père légalement mort. Mais hors de question pour Corning. S'il est déclaré mort, ils vont devoir payer. Et comme je vous le disais, un salarié qui part au bout de 27 ans de bons et loyaux services ne part pas les mains vides.
Alors les avocats de Corning montent au créneau et le tribunal leur donnera raison pour la bonne et simple raison qu'il est trop tôt. Il est d'usage aux États-Unis d'attendre, après une disparition, un délai moyen de 7 ans. Or, ça ne faisait à ce moment-là que 3 ans, et le juge estime qu'il y a encore un doute sur ce qui est devenu Dale. Alors Wendy a été déboutée, et il faudra attendre juillet 2014 pour que Dale soit enfin déclaré mort. Et de ce fait, officiellement, Dale est mort le jour de sa disparition, à savoir le 12 septembre 1987. Et il sera enfin temps pour Corning de passer à la caisse et de donner aux ayants droit de Dale sa pension, son assurance vie, ses parts dans l'entreprise, etc., etc. Mais l'entreprise est tenace et elle refuse. Elle sera néanmoins condamnée par la justice à payer les 27 ans d'intérêt, de pension et d'assurance vie de Dale à ses enfants comme le veut la loi. En 2019, l'affaire a connu un regain d'intérêt lorsque le site Muckrock, un site d'information à but non lucratif qui demande et analyse et partage des documents gouvernementaux, bien le site a demandé aux services de police les images de vidéosurveillance. Jusqu'alors, le grand public ne disposait que de la reconstitution de l'émission dont je vous parlais. Et les images originales leur ont finalement été transmises. Elles étaient, comme je vous le disais, de piètre qualité. De toute façon, si le FBI avait eu du mal, probable que eux-mêmes auraient eu du mal, mais on est quand même 20 ans après, avec les avancées de la technologie, etc. Mais malheureusement, ils vont être légion à s'attaquer à ces images, sans résultat. Voilà résultat des courses pour les enquêteurs. Soit Dale est innocent, soit il est coupable, et dans ce cas, il se serait fait aider par ce complice, et qu'il aurait à son tour dupé et tué cette fameuse nuit. Soit l'intrus s'est débarrassé du corps dans un puits de gaz, soit il a directement jeté Dale dans le four de l'usine. Mais comme le four n'a jamais été mis en marche ce soir-là, c'est peu probable, voire même impossible, parce qu'à cause de la récession, l'entreprise avait drastiquement limité leur production de verre, et donc le four n'était activé que quelques jours dans l'année. Evelyn, la maman, est morte depuis bien longtemps, en 1994, sans savoir ce qu'il est advenu de son fils. Et donc vous l'aurez compris, Dale, le quasi-retraité, n'est jamais plus réapparu. Pourtant le délai de prescription est dépassé, et ce depuis de nombreuses années, ce qui veut dire que s'il était réapparu légalement, il ne risquait plus rien. Ce sont là les toutes dernières images capturées de lui. Il avait 50 ans, et s'il était toujours en vie, il aurait eu 85 ans cette année. Alors, d'après vous, Dale est-il le voleur ou la victime du voleur? Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur notre Instagram, les Ukraine Sisters, et à faire un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire.